Bonsoir Alexia. Bonsoir Philippine. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter ton parcours ou la toile de fond de ton histoire? Oui, bien sûr. J'ai commencé mes études sur un fond très littéraire. J'étais toujours animée depuis petite par tout ce qui touchait à l'art, aux arts vivants, à la scène, par mes parents. Et puis j'ai fait assez naturellement un bac littéraire. J'ai découvert en même temps les langues étrangères et j'ai vraiment une passion pour ça. Ce qui m'a amené assez naturellement à faire un master en langue étrangère appliquée. Et j'étais encore à cette époque-là, parce que c'est quelque chose qui date un petit peu, il y a 15 ans, un peu dans un moule de trouver un emploi avec une sécurité de l'emploi, avec... Je me rends compte aujourd'hui que voilà, la sécurité de l'emploi était vraiment un sujet très important pour moi. Et donc je me suis dirigée vers ce master parce que ça m'offrait le plus de débouchés. Je me suis donc en fait j'ai commencé une carrière ensuite en tant que commerciale. Et c'est une carrière que j'ai eue pendant 15 ans avec des fonctions commerciales et aussi management. Avec des secteurs assez variés, donc d'abord dans l'export et puis ensuite dans le secteur digital sur le domaine du recrutement. Et suite à cela, il y a différentes étapes dans ma vie, différentes expériences de vie, on va dire. J'ai commencé une réflexion autour de la suite que je souhaitais donner à ma carrière, de la place que prenait aussi mon travail dans ma tête et dans ma vie. Et puis aussi à l'impact que je souhaitais avoir dans le monde, que ce soit au niveau micro ou macro. J'avais pas encore bien déterminé ça dans ma tête, mais je sais que je voulais un changement. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes, ça a pris plusieurs années. Et il y a eu un momentum où là, ça n'était plus possible de continuer comme je le faisais avant. Et c'est là où j'ai initié un parcours avec chance. Je vais juste essayer de décaler ton micro pour que ce soit plus confortable. Ouais. Comme ça. Et donc, parcours que tu as initié avec chance parce que finalement tu ne te sentais plus alignée au moment de ce momentum, comme tu l'appelles? Oui, il y a eu des expressions assez nettes, d'abord physiques. Quand j'y repense, j'ai toujours eu cette impression d'être un peu imposteur dans mon travail. Alors imposteur, pas par rapport au fait que je ne me sentais pas compétente, ça n'a finalement jamais été un sujet. Imposteur par rapport à la personne que j'étais fondamentalement et que j'avais un peu quittée, et aussi à la petite fille qui était animée par beaucoup de passion, beaucoup de créativité, beaucoup d'art, avec un métier qui finalement qui pouvait paraître à l'opposé de tout ça, un métier de commercial très pragmatique, avec des objectifs à atteindre, avec des tableaux, des reportings. Et j'ai voulu en fait, à un moment donné, réconcilier en fait cet enfant intérieur que j'avais et que j'avais un peu oublié, avec un métier qui pour moi, alors oui, avait plus de sens, on en parle beaucoup, mais surtout avait plus de sens par rapport à la personne que j'étais avant, quand j'étais plus petite, parce que j'avais l'impression d'être quelque part peut-être infidèle à cette petite fille. Et donc, effectivement, pour revenir à ta question, il y a eu des signes physiques où j'ai commencé le matin à me lever avec des douleurs au ventre, des moments de stress assez intenses, où j'arrivais pas à comprendre pourquoi je me mettais dans des états pareils, j'arrivais pas à prendre de recul, et petit à petit, le travail a pris vraiment toute la place. Dans ma vie pro, mais aussi dans ma vie perso. J'arrivais jamais à me prendre, même au boulot, 5 minutes pour prendre un rendez-vous chez le médecin, ou je m'oubliais un petit peu dans tout ça. Je me suis rendu compte aussi, petit à petit, j'avais un peu abandonné les activités que je pouvais faire le soir. Alors, je bossais pas non plus tous les soirs et le week-end. En termes d'horaire, j'essayais de garder un certain équilibre, mais la charge mentale à ce moment-là était extrêmement intense. Et du moment où je me levais le matin jusqu'au moment du coucher,
j'avais des to-do list dans ma tête de boulot et des idées, des échéances et des préoccupations par rapport à certains conflits que je devais être amenée à gérer. Il n'y avait plus de toute place pour du fun, du loisir et des choses qui vraiment me faisaient vibrer. Déjà, tous ces signes qui sont quand même assez nombreux et qui relèvent à la fois du corps et de la tête, hein, si j'entends bien, qu'est-ce qui t'a permis d'en prendre conscience et de les écouter? Ouais, il y a eu un moment très particulier dans ma vie où ça a été j'avais envie avec mon mari d'avoir un enfant et c'était une étape assez compliquée. Donc là, ça m'a vraiment amené compliqué parce que ça a pris du temps, alors que c'est pas quelque chose que j'avais senti venir. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui a été le déclencheur d'une vraie réflexion sur ma relation au travail, ma relation à mon corps que j'avais, et je m'en rendais compte à ce moment-là, complètement mis de côté. Je n'avais pas écouté mes douleurs, je n'avais pas écouté ces petites voix qui me disaient parfois de me poser ou de me relaxer. Donc ça a été un vrai travail sur la longueur, de déjà remettre du fun dans la vie. J'ai commencé à ce moment-là le théâtre, l'improvisation notamment, qui m'a fait un bien fou, c'était ma bulle d'oxygène. J'ai aussi vraiment explorer beaucoup de choses autour du développement personnel. J'ai commencé aussi des séances avec une sophrologue. Et petit à petit, ça m'a permis d'avoir de la distance par rapport à ça, réaliser que le travail ne faisait pas tout, et puis commencer à initier cette réflexion de dire ok, en fait tu fais ce constat que ce métier n'est peut-être pas celui qui te correspond le mieux. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé ça. Mais du coup, ça ouvre un vide abyssal devant moi parce que je ne sais absolument pas ce que je veux faire de la suite. Et ça va quand même durer quelques temps parce que j'avais quand même ce désir d'enfant et je ne me suis pas autorisée à faire de changements autres à ce moment-là dans ma vie. Donc j'ai continué à être le petit hamster dans sa roue, même si je pense qu'un changement aurait été bénéfique, mais j'ai voulu ne pas tout perturber et faire les choses une par une. Et puis voilà, donc cet enfant a fini par arriver et ça a posé aussi la deuxième pierre à l'édifice de la réflexion. La maternité m'a beaucoup chamboulée et voilà, les priorités sont révisées aussi. Et on a aussi un peu de temps pour soi, alors pas beaucoup en congé maternité, mais un petit peu quand même. Donc j'ai commencé à explorer cette fois-ci certaines pistes de métier et puis surtout aussi comment je pouvais me faire accompagner. Parce que j'ai aussi pris conscience que je ne pourrais pas faire ce travail seule. Comme pour le sport où je ne suis incapable de faire des séances toute seule, et bien là je me suis dit, tu veux reprendre ta vie professionnelle en main, il faut que tu te fasses accompagner. Donc ça a été pour moi assez clair, mais encore une fois ça ne s'est pas passé tout de suite. Et en quoi un accompagnement ça t'apportait quoi versus le faire toute seule? J'avais besoin d'un œil extérieur sur mon parcours. À cette époque-là j'étais encore vraiment la tête dans le guidon. J'avais aucune faculté à me libérer du temps pour la réflexion. Le soir, avec un enfant en plus, c'était un peu la course. Reprise de mon activité professionnelle avec une équipe à gérer. Donc c'était... à la fois, je suis revenue dans le quotidien et en même temps, j'ai vraiment senti que j'abordais mon métier autrement. Donc je me suis accordé cette fois-ci des moments de pause et des moments d'ouverture où là, par exemple, je me suis inscrite à des groupes de travail, ce que je n'avais absolument jamais fait avant parce que je considérais que j'avais pas le temps et c'était quelque part quand même vrai, sur des réflexions d'entreprise, sur des sujets qui m'animaient, qui m'intéressaient et ça m'a permis d'avoir, on va dire, un dernier sursaut avant un prochain changement.
Et déjà là, ça m'a fait du bien, mais ça confirmait encore une fois, alors que j'avais imaginé mon métier un peu autrement, je réalisais une fois de plus que ce métier n'était pas celui que je souhaitais faire pour la suite. Ouais, donc j'ai l'impression que tu y allais un peu par petits pas, t'intéresses au développement personnel, les groupes de travail, et en fait tout ça est venu se nourrir et petit à petit t'amener à l'étape d'après, et l'étape finale étant finalement se lancer dans un accompagnement. Exactement, voilà. Le dernier sursaut a été de changer d'entreprise. Je voulais aussi vérifier le fait que est-ce que c'est pas plutôt l'entreprise, le milieu que voilà. Bon, il s'avère que le changement s'est complètement passé au même temps du premier confinement. Donc ça a été à la fois, j'ai été arrêtée en plein élan et en même temps j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité à rebondir en temps de crise. Et ça a apporté aussi un nouvel arc à ma flèche. Une corde à mon arc. Ça marche aussi. Un arc et une flèche. Où j'ai pu, alors que j'étais convaincue que j'étais incapable, le changement sur certains aspects était compliqué pour moi. J'ai compris que j'étais capable de changement et c'est là où j'ai initié le parcours chance. Et pour comprendre quel changement correspondait à tes besoins. Exactement. Et peut-être qu'on va briser le suspense. Voilà. Brisons le suspense. Soutenable. Et après, on pourra revenir à l'avant également. Il y a d'autres questions que j'aimerais te poser. Et donc, finalement, ce changement, ça a été quoi pour toi? Que fais-tu aujourd'hui versus ce que tu faisais avant? Aujourd'hui, j'ai décidé d'être psychomotricienne. Ce sont donc des études qui durent 3 ans. Et j'ai commencé ma rentrée début septembre. Donc tout juste là? Ouais, exactement. C'est très frais, merci. Et ça se passe bien pour l'instant? Oui, alors là c'est encore vraiment la mise en place, on va dire. Mais ce sont des études qui sont denses et qui sont vraiment passionnantes et fournies par des professionnels donc, qui donnent vraiment un aspect très concret au métier. C'est vraiment théorie alliée à la pratique du corps et de l'esprit, et c'est assez marrant du coup, un peu la boucle est bouclée par rapport à cette dualité que j'ai moi-même très expérimentée pendant mes périodes de stress intense. Et qu'est-ce que tu retrouves dans ce projet professionnel qui répond justement aux besoins que tu as décelés via ton parcours d'orientation? C'est un métier qui appelle à beaucoup de créativité. Pour situer un peu, donc c'est un métier paramédical. Les psychomotriciens sont des auxiliaires de santé qui vont agir sur prescription d'un médecin. C'est un métier sur diplôme d'État. Et donc, le but est d'accompagner des personnes qui présentent des troubles psychologiques qui s'expriment par le corps. Donc, l'idée, c'est de remettre de la liaison entre le corps, l'esprit, la sensorialité et aussi l'affectif, la relation aux autres. Et ce métier se fait par des médiations qui peuvent être corporelles, artistiques, donc avec tout un panel de possibilités. Donc ça peut être la danse, le théâtre, la relaxation, beaucoup, mais aussi la peinture, la musique, donc tout un éventail de possibilités qui permet vraiment d'explorer son propre rapport au corps et mettre encore du lien avec sa tête. Et qu'est-ce que tu as découvert durant ta réflexion sur toi, tes envies, tes besoins, peut-être tes croyances, tes forces aussi, qui t'a petit à petit permis de cheminer vers ce projet-là? C'était quoi les grandes ou petites révélations? Elles sont toutes bonnes, bien sûr. Ouais. Ce qui était très clair dans ma tête, c'est que je voulais retrouver une grande créativité dans mon prochain métier. Ça, c'est vraiment la partie qui me faisait le plus vibrer, le fait de produire de mes mains. J'avais aussi, lors de ce parcours, investir plus mon corps aussi dans mon métier, parce que j'avais du coup un métier qui était quand même très sédentaire, assis derrière un bureau avec un ordinateur quand on n'était pas en visite client. Mais là, je voulais vraiment avoir un métier où je sois debout, en mouvement,
Le théâtre, maintenant que je pratique depuis quelques années, m'a vraiment montré cet aspect que j'adore dans l'expressivité corporelle. J'avais aussi déterminé, je me souviens, les publics que je souhaitais adresser, et un des publics qui ressortait était de travailler avec les enfants. C'est un métier qui travaille énormément avec les enfants au moment de leur développement psychomoteur. Donc ça me plaisait énormément dans ce métier-là. Travailler plutôt en petite structure, ou pourquoi pas aussi, alors ça c'est quelque chose qu'a révélé le parcours chance, avec aussi ma coach qui m'a aidé sur ce sujet-là, mais pourquoi pas entreprendre, et donc un métier qui peut s'exercer en libéral également. Puis après, c'était des valeurs ou des... Alors le travail était hyper intéressant sur les moteurs, moi je retiens surtout ça, où là j'étais beaucoup dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans l'observation, et puis dans le fait de vraiment s'adapter à l'autre. Et ça c'est un métier qui justement a ses fondements qui sont construits sur cela. On est dans la création, on est dans l'observation du patient, et aussi dans le fait de s'adapter toujours à sa situation pour trouver la thérapie adéquate. Donc, de ce que j'entends, et bien sûr de mon point de vue parcours chance, les éléments un peu clés de ta réflexion, ça a été toute la partie autour du métier, mais effectivement, comme tu le dis, qu'on décline sous forme de moteur, c'est-à-dire ces actions qui nous font nous sentir vivants, vibrer, etc. Là, j'ai entendu observer, j'ai entendu créer, j'ai entendu prendre soin, j'ai entendu s'adapter, etc. Il y a aussi la partie finalité, c'est-à-dire le public, donc les enfants. Oui. Voilà, ce pourquoi tu mets ton énergie, la cause que tu sers, etc., le public que tu accompagnes. Et il y avait aussi la partie, ce qu'on appelle environnement, et donc le type de structure, le niveau d'autonomie, je dirais plutôt, et potentiellement un choix de statut entre libéral, petite structure, etc. Exactement, ouais. Oui, je voulais quelque chose. Alors, pour revenir à mon premier choix, je voulais quand même un métier, ça s'est apparu aussi de manière très nette, qui offre de la sécurité de l'emploi. Ce qui me rassurerait avec ce métier, c'est que c'est un métier reconnu, et puis derrière avec un taux d'emploi très fort en sortie d'études. Tu as étudié ça du coup, le taux d'employabilité? Ouais. Alors là, c'est bien plus tard quand j'ai pris ma décision de me lancer sur ce métier. Mais oui, pour moi c'était important parce que au moment d'exploration des métiers, on part un peu dans tous les sens et c'est hyper chouette. Ma coach m'avait dit justement, ne te mets aucune barrière, aucune limite, et ça c'est vraiment l'impression de faire ma liste au Père Noël. C'était magique. Mais après, il faut... Voilà, moi j'ai trouvé qu'il fallait que je revienne dans une réalité de contraintes aussi, parce qu'il y en a quand même, financières, familiales, équilibre vie pro, vie perso qui était très important pour moi aussi. Donc voilà, j'avais envie d'un métier qui est une assise avec un cadre, en tout cas qui me rassurait. Et donc tu es venue, une fois que ton choix s'était précisé, tu es venu valider le réalisme de ton projet en termes d'impératifs financiers, qui de vie, tendance marché, etc. Exactement. Et puis voilà, la durée d'études aussi, qui avait une importance. Et d'ailleurs, ces études, si c'est pas indiscret, comment ça se passe d'un point de vue concret? Parce qu'il y a des études, c'est du temps et de l'argent. Oui. Ouais. Comment tu as planifié tout ça? Oui, alors il faut savoir que quand j'ai pris la décision de faire ce choix final et de devenir psychomotricienne, ça s'est passé à un moment très particulier où la société dans laquelle j'étais a annoncé qu'elle allait fermer. Donc, quelque part, les planètes se sont alignées, ce qui m'a permis, lors d'un licenciement économique, d'avoir voilà, l'assurance à peu près du chômage, et puis de partir voilà, de manière un peu sereine. Donc ça, c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais fait ce choix en n'ayant pas ce contexte. Je ne le saurais jamais, mais tant mieux qu'il se soit présenté. Parce qu'une fois que j'avais découvert ce métier, je crois que vraiment j'aurais été extrêmement frustrée de ne pas aller jusqu'au bout. Ouais. Et même les 3 ans d'études, c'est très marrant parce que quand j'ai initié le parcours chance, dans ma tête, j'allais faire un pas de côté par rapport au métier actuel, mais rester dans un environnement que je connaissais, et
justement par la suite j'avais aussi considéré devenir product owner, qui me rassurait beaucoup plus, en faisant des certifications à droite à gauche de quelques mois. Et quand je suis tombée sur ce métier, c'était un tel coup de foudre. Et c'est marrant parce que là, la barrière des 3 ans d'études est tout de suite tombée et ça m'a même pas posé... Enfin, je me suis évidemment posé la question un peu, mais je crois que l'attraction était tellement forte que c'est plus devenu un sujet. Et même retourner sur le banc de l'école alors qu'on n'a plus l'habitude, après une dizaine d'années en activité, qu'est-ce que ça fait ça, de se dire hey, je vais ressortir mes stylos, passer les examens, réviser? Une fois que j'ai pris la décision, j'ai quand même d'abord intégré une prépa parce que c'est une formation qui ne s'intègre pas comme ça, qui passe par Parcoursup, avec des épreuves pour certaines écoles de sélection, dont pour l'une un concours. Donc ça m'a permis d'avoir un pied à l'étrier sur se remettre dans une dynamique d'apprentissage, de mémorisation, avec des techniques modernes que je n'ai pas forcément connues à l'époque. À l'époque, il ne faut pas que je dise ça, parce que là vraiment je trahis mon âge, mais parce que oui c'est bête, mais moi pendant mes études je n'avais pas internet. Donc ça change tout. Donc ouais, ça c'était hyper important, ça m'a beaucoup rassurée aussi sur ma capacité à m'organiser parce que c'est des notions que je n'avais absolument pas vues pendant les études. Là on revient vraiment sur les sciences de la vie et de la terre, l'anatomie, des notions qui m'étaient très étrangères avant avec mon bac L. Et donc quand on revient sur les bancs de l'école, alors moi j'ai toujours aimé l'école, j'ai fait une fac, donc là je reviens dans une fac, donc finalement je ne suis pas dépaysée même si j'étais dans une fac en région, donc une fac parisienne, parce que du coup je suis à la Sorbonne, donc c'est quand même une grosse usine, ça change, ça c'est évident, et en même temps c'est sympa parce qu'à la promotion de cette année ils ont vraiment voulu mixer les profils. Ce qui fait qu'il y a quand même sur une promotion de 160, un tiers de profils de reconversion. Ah oui? Ouais. Ah oui, carrément. Et un tiers de personnes en réorientation. D'accord, donc j'imagine qu'il y a également tous les âges. Ouais, il y a exactement ça. Je ne suis pas la plus âgée. Est-ce qu'on peut parler de ton âge? Mais bien sûr, j'ai 38 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Et donc c'est hyper chouette parce que ça fait un mélange très intéressant, transgénérationnel, où on se retrouve dans des groupes de TD avec à la fois des néo-bacheliers et puis, alors ils nous appellent les darons, du coup, je crois que dans la partie reconversion, en tout cas des parents, je crois qu'il n'y a que des mamans, parce que c'est quand même une profession à 95% féminine. Mais voilà, oui, apparemment ils nous appellent les darons, alors on en plaisante, c'est très marrant. Et ouais, non, ça amène vraiment un mix hyper intéressant. On est amené à faire beaucoup de groupes de travail où il y aura encore une fois une diversité de profils. Et ça, c'est très chouette. C'est très chouette et on se sent moins seul. Je me souviens très bien sur les bancs de la fac, quand je l'ai faite il y a 20 ans, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui étaient dans ce cas-là, mais c'était très minoritaire et pas du tout courant, alors que là il y a une explosion de ce genre de cas et du coup c'est ce que nous a expliqué la direction. Il disait que ça apportait beaucoup de questionnements pendant les cours qui apportaient une expérience riche. Donc c'était une vraie volonté de vouloir mixer les profils. Et si je reviens un peu sur ton âge, si tu me permets, est-ce que ça a été pour toi une croyance ou un blocage de te dire je vais bifurquer à 38 ans plutôt que je vais bifurquer à 25 ans, 28 ans? Est-ce qu'il y avait une croyance que c'est trop tard ou à cet âge-là on ne peut plus le faire? Ou est-ce que pour toi c'est une autorisation de toute façon tu t'es donnée facilement? Oui, alors c'est une autorisation que je me suis donnée facilement. Dans ma tête, je m'étais fixé une échéance à 40 ans en me disant à 40 ans, il faut que tu saches ce que tu veux faire de ta vie. Et justement au contraire, ça a toujours été du coup pour moi un moteur de me motiver avec cette deadline que j'avais en tête. Donc bien au contraire, je me dis, quand j'aurai fini mes études, j'aurai 41 ans. J'aurai encore plus d'années devant que derrière, moi. Donc au contraire, j'ai encore la capacité à le faire. Ma fille est en bas âge, donc c'est vraiment le bon moment pour le faire aussi par rapport à elle.
Non, non, j'ai vraiment senti, moi, que c'était tout à fait adapté à le faire maintenant. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui peuvent avoir un blocage ou une croyance par rapport au changement à un certain âge? Je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour changer et qu'à partir du moment où on constate qu'il y a un mal-être ou un malaise uniquement, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et je trouve qu'une vie professionnelle, c'est à la fois long et court, et une vie tout court, bah, voilà, en fonction des aléas de la vie, ça peut s'arrêter brutalement. Et moi, j'avais vraiment en tête cette peur profonde de passer à côté de quelque chose à la fin de ma carrière. Je m'étais projetée à la fin en me disant, si tu continues comme ça, vraiment, j'avais ce sentiment que j'allais vraiment passer à côté de quelque chose et j'avais envie c'est pour ça d'initier le changement et ne pas attendre trop longtemps non plus. Mais après, voilà, ça peut être aussi à 50 ans. Il y a une personne dans la promotion qui a, je crois, 55 ans. Donc, Et si on revient justement à ce malaise ou mal-être dont tu parlais, qui provient parfois de choix qui débutent assez tôt dans la vie professionnelle finalement, qu'est-ce qui a fait que dans tes choix professionnels, tu n'as pas forcément écouté cette petite fille créative dont tu parlais tout à l'heure, ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui a guidé tes choix en début de carrière? Je pense que l'environnement familial a beaucoup joué. Alors, j'ai eu des parents qui m'ont quand même ouvert des portes, mais je pense que ouais, la sécurité de l'emploi, c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis. Et les deux ont fait toute leur carrière dans la même société. Donc, j'avais un peu, je pense, tiraillé entre ce modèle d'une ancienne génération et puis les nouvelles générations qui arrivaient, elles, j'admirais ça, moi d'ailleurs, cette faculté à se dire au bout de 2 ans, en fait, je vais changer, ça ne me convient pas, beaucoup plus à l'écoute en fait de leur ressenti. Donc au début, j'ai, je pense, continué sur un système où je me dis, bah, à la fois, il faut que je sois un peu fidèle à l'histoire familiale. J'ai fait des études, j'ai fait un bac+5 dans ce domaine-là, je vais quand même pas abandonner pour partir sur complètement autre chose. Enfin, ouais, dans ma tête, je me dis, bah, en fait, j'aurais fait tout ça pour rien, quoi. Donc il y avait aussi un peu ce côté de dire, mince, il faut que je rentabilise ces années d'études. Foncièrement, j'ai pas été non plus. Il y a eu des hauts débats, mais j'ai pas été malheureuse non plus. Il y a eu beaucoup aussi de beaux moments dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Il y a des choix que j'ai faits et je les assume complètement. Et j'ai pas de regrets aujourd'hui quand je fais un retour en arrière sur ce que j'ai fait jusque-là. J'ai longtemps culpabilisé sur le fait d'avoir attendu plusieurs années avant de faire ce changement. Et aujourd'hui, quand je regarde ce chemin en arrière, je me dis, mais en fait, non, tout est arrivé pour une bonne cause, pour une bonne raison. Il y a eu des petits pas qui ont été faits petit à petit, qui m'amenaient à cette réflexion-là. Mais clairement, à 18 ans, ou même il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, jamais j'aurais considéré de faire ce métier-là. Et pourtant, aujourd'hui, je suis convaincue que c'est ce métier qui m'attendait. Donc, en tout cas, dans mon parcours, j'ai vraiment cette conviction que tout est arrivé pour une bonne raison. Et j'ai su me pardonner d'avoir pris le temps en fait de cette réflexion. Merci. Parce que vraiment, de se dire finalement, c'était ma temporalité à moi, et si je l'avais un peu brusquée par rapport à mes besoins, potentiellement, je ne serais pas arrivée à cette bifurcation-là qui aujourd'hui me convient parfaitement. Exactement. C'est OK. Et justement, tu disais tout ça pour rien. Quid de la passerelle entre ton ancienne vie professionnelle et celle qui est en train de se dessiner? Est-ce que tu as envie justement de capitaliser sur des acquis? Est-ce que tu as envie de totalement fermer la porte et ouvrir un nouveau cycle en termes soit de compétences ou d'activités qui te plaisaient ou, voilà. Je pense qu'on est la somme de ses expériences. Et donc, au contraire, enfin, la première expérience que j'ai eue professionnelle, elle m'a forgée, elle m'a construite. C'est un métier qui est de représentation. Donc
un peu normal que je sois arrivée sur le théâtre après. C'est un métier aussi de relations, beaucoup de relationnel, beaucoup d'humains. Donc ça m'a. Puis en plus, j'étais voilà, dans le secteur des ressources humaines, donc d'autant plus. Et ça, justement, je sens qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup dans mon aisance avec les autres. J'ai voulu justement continuer ça, mais en allant un cran plus loin, dans un secteur qui, selon moi, avait un impact un peu plus direct sur les personnes. Là, la partie commerciale, voilà, on vend une solution. Là, j'avais envie d'apporter une dimension beaucoup plus voilà, dans le soin, ce qui est quand même assez différent. Donc non, il y a vraiment le savoir-être que je conserve, que j'ai exploré, que j'ai mûri, et donc qui va largement me servir dans ma vie d'après. Et puis il y a le réseau aussi. On pourrait être tenté de dire bah oui, mais bon, toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie d'avant, en fait là, je sors du contexte, du coup ça n'a plus aucun intérêt. Alors en fait pas du tout. Moi je pense qu'il y a un lien qui peut se faire parce que au-delà des professionnels que nous sommes aussi des personnes qui ont une vie. On aura peut-être des enfants qui auront besoin un jour de consulter un psychomotricien, nous-mêmes d'avoir envie d'explorer un petit peu cette technique si on se retrouve dans un accident de la vie. Enfin voilà, donc non, il y a ça, il y a aussi toute la partie, pourquoi pas, formation, pédagogie autour du métier, sensibilisation, et tout ça, ça se fait avec tout le monde. Il n'y a pas un monde, on est tous intrinsèquement liés sur notre vie perso et vie pro, et du coup, non, pour moi, il n'y a pas de nette séparation, je ne le vois pas du tout comme ça. Et tu parlais de réseau, j'imagine que tu as rencontré des personnes dans le cadre de ta réflexion. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as trouvé ces personnes, comment tu as réussi à les contacter? Oui. Une étape du parcours chance, c'est justement effectivement de rentrer en contact avec des experts métiers. Et ce qui est assez frappant dans mon cas, c'est qu'à partir du moment où je me suis enfin autorisée à dévoiler un peu ce projet que j'avais en tête à mon entourage, au début c'était dans ma tête, mais je n'osais pas parce que c'était tellement différent de ce que je faisais avant que j'avais un peu peur c'est toujours un peu pareil, les gens quand ils expriment des craintes, c'est souvent leurs propres craintes. Mais en fait, ce qui était très drôle, c'est que tout le monde, d'un coup, s'est vu me proposer de me mettre en contact avec un psychomotricien parce que tout le monde en connaissait un. Alors que moi, je venais de découvrir le métier. Mais en fait, de manière très facile, j'ai pu obtenir des contacts. J'ai obtenu aussi par chance le contact d'une étudiante qui était passée par moi, c'était hyper intéressant, par le même cheminement, mais un an auparavant, puisqu'elle, du coup, elle était en première année à cette époque-là d'école. Donc oui, vraiment, réseau proche, le cercle, le premier cercle qui m'a proposé de manière très facile plusieurs contacts. Et ça a été la confirmation de ce projet. Et puis une étape plus loin où j'ai fait aussi un stage d'observation avec une psychomotricienne pour pouvoir vraiment valider le projet de vie en me disant ok, en fait, les vidéos, ce qu'on peut lire, c'est sympa, mais j'avais besoin évidemment de me confronter au métier pour me dire est-ce qu'on est face à des handicaps qui peuvent être parfois lourds, savoir si je me sentais les épaules de faire ce métier. Et c'est quoi les autres pistes avec lesquelles tu as hésité avant de te focaliser sur celle-ci? Je m'intéressais beaucoup à la gestion de projet en entreprise. J'ai tout ce qui était transversal, donc je me suis amenée à m'intéresser au métier de product owner. Et donc là, pareil, j'avais mené en parallèle des interviews métiers sur le psychomotricien, aussi des interviews métiers sur ce métier-là. Qui était ta piste dès l'arrivée, en fait, du début du parcours, je veux dire. Ouais, au début, en tout cas, j'étais un peu partie sur cette idée. La gestion de projet, c'est quelque chose que j'avais identifié depuis déjà quelques temps. Et c'était quelque chose qui tenait la route pour moi et
qui représentait encore une fois un pas de côté parce que je ne faisais pas le même métier, mais je continuais à travailler dans une entreprise, je continuais à côtoyer des services que je connaissais. Voilà, j'avais été amenée sur mon métier de commercial à travailler avec des product owners, donc ça me parlait, quoi. C'était concret pour moi et puis ça ne nécessitait pas plusieurs années d'études. Et qu'est-ce qui finalement t'a amené à laisser cette piste de côté pour te centrer plutôt sur celle que tu as choisie? J'ai bien senti que quand j'ai mené les interviews métiers et que j'avais lu aussi de la documentation sur psychomotricien, il y avait un truc qui se passait avec les papillons dans le ventre qui n'était pas du tout la même chose que sur le product owner. Et là, pour une fois, j'ai décidé d'écouter mon corps. Mon corps m'envoyait des signaux très très clairs. Oui, c'était tes tripes là qui parlaient. Ouais, vraiment. Donc, ça a été, mais ouais, c'est assez marrant, quoi. Ça a été un vrai coup de foudre sur ce métier et j'ai eu beau un peu lutter au début, hein, c'est vrai. Vraiment, c'est les échanges avec les gens, puis aussi les feedbacks que j'avais demandé à mon entourage, qui m'ont fait vraiment réaliser ou renforcer une prise de conscience que j'avais déjà initiée sur le fait qu'il fallait que je parte sur un métier beaucoup plus dans ce domaine-là. Et durant tout ce cheminement, toutes ces questions et ces réponses, quels ont été les doutes qui t'ont traversé? Alors les doutes, je pense que c'est plus au niveau financier, parce que c'est quand même un métier du soin, donc pas forcément extrêmement bien rémunéré. Je partais sur un métier de commercial où, on le sait, c'est quand même des packages en général assez attractifs. J'avais bien gagné ma vie jusque-là. Donc ça a été un vrai gros frein, je pense. Ouais. En tout cas, vraiment une crainte de me dire, et un vrai travail sur mon rapport à l'argent et aussi mes priorités. De savoir, voilà, est-ce que j'étais prête à m'engager sur ce métier-là, même si ça supposait un gap très important. Et puis ça a été évidemment du coup une discussion familiale aussi, parce que je ne suis pas toute seule, j'entraîne ma famille dans ce projet. Et donc ça c'est important de vraiment aussi inclure l'entourage proche dans ces réflexions. Donc je crois que ça a été surtout ça, parce qu'encore une fois les études, au tout début, oui ça aurait peut-être eu un frein, mais une fois que j'avais trouvé le métier, ça devenait plus un problème. Et puis voilà, encore une fois, le contexte de mon job actuel qui finalement s'arrêtait a beaucoup aidé à faire en sorte que les barrières se lèvent par rapport à ça. Il y a beaucoup de talents chez Chance qui, comme toi, après leur parcours, entament une formation. Et moi-même, d'ailleurs, pour avoir vécu ce moment, choisir une formation, c'est pas toujours évident. Il y a à la fois parfois beaucoup, voire trop d'infos, et en même temps des infos pas claires. Il faut faire la part des choses. Je me rappelle, j'avais fait un tableau, j'avais posé plein de questions, rencontré plein de personnes. Toi, quel serait, déjà, comment toi tu l'as abordé, ce choix de la bonne formation pour toi? Oui. Et est-ce que tu aurais des conseils, des bonnes pratiques pour choisir la formation qui convient à son profil et son projet? Alors, la formation, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre, je pense, du métier qu'on choisit. Moi, dans mon cas, en tout cas, ma première approche sur ces formations, ça a été les interviews métiers. Du coup, j'avais demandé systématiquement quelle école avait fait la personne que j'interrogeais. Suite à cela, ces personnes m'ont donné des groupes Facebook d'entraide en entrée en études du métier, ou justement un groupe qui était super, qui était justement adapté aux personnes qui étaient en reconversion pour devenir psychomotricien. Donc c'était vraiment le groupe parfait. Donc il y a forcément, je me suis rendu compte qu'il y avait des communautés qui existaient pour échanger, et c'est là où j'ai pu, je pense, trouver la majorité des informations. Puis ensuite, après, il y a des listings sur des annuaires d'écoles qui sont facilement trouvables. Et pareil, j'ai eu besoin de faire un tableau Excel pour recenser toutes les informations, peser le pour, le contre, et puis après, de toute façon, c'est Parcoursup qui donnait la suite des informations, parce que toutes les formations sont indiquées dedans, avec vraiment toutes les modalités et d'inscription et d'admission, de concours éventuels ou d'épreuves.
D'accord. Parce que là, tu as fait une formation sélective, hein, c'est bien ça? Exactement, ouais. Parcoursup, on dépose un dossier motivé, donc assez poussé. C'est un algorithme en fait qui sort les premiers dossiers et en fonction de l'école, il peut y avoir des épreuves complémentaires de sélection et donc à la Sorbonne, typiquement là où je suis maintenant, il y avait une épreuve orale. Et est-ce que le travail que tu as fait notamment sur le pitch a pu t'aider à préparer cette épreuve? Tu peux nous en dire? Complètement. Non seulement ça m'a beaucoup aidé pour formuler mon projet et mon parcours sur Parcoursup. Donc ça a été un vrai gain de temps parce que voilà, la réflexion était déjà là, le recul avait été fait, donc c'était hyper fluide dans ma tête. Et puis après, oui, bien sûr, j'ai réutilisé beaucoup de parties pour me présenter parce que l'épreuve, donc il y a une épreuve plus théorique et puis ensuite il y a un échange avec les professionnels qui nous interrogent sur notre parcours et pourquoi on en vient là. Et donc c'était très limpide dans ma tête. Donc ouais, finalement, le pitch, c'est vraiment pas que pour les entretiens de recrutement. Non. C'est aussi pour ces moments de formation sélective. Ouais. Et même tout à l'heure, tu disais, quand tu arrives à formaliser son projet à voix haute, c'est lui donner vie et engager les personnes avec toi et embarquer Exactement. aussi bien tes proches que les experts que tu rencontrais. Oui, c'est ça. Et puis même de manière beaucoup plus basique, mais là quand on se rencontre entre étudiants et on se demande un peu nos parcours, en fait on refait le pitch. Et au fil de toutes ces réflexions sur ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as découvert, si tu veux bien répondre bien sûr, peut-être de plus personnel? Alors, j'ai découvert que la sécurité de l'emploi continuait d'être vraiment un point central pour moi. Encore une fois, j'ai exploré beaucoup de pratiques artistiques dans ma jeunesse et puis là du coup je suis amenée à me remettre dans ça et pour le coup j'avais exploré des métiers artistiques mais vraiment là j'ai senti que c'était pour moi une limite et que je pouvais pas aller dans ces métiers-là parce que ça me faisait peur en termes de... Là j'allais dans de trop grandes peurs donc ça c'est... Et c'est important de se le dire en fait. Enfin, je ne me voyais pas me forcer à aller là-dedans, donc là je trouve que j'ai trouvé le bon équilibre. Donc ça c'est pareil, voilà, cette faculté à se dire, en fait c'est ok de se dire que ça me fait trop peur d'aller là et j'ai l'impression d'avoir plus de choses à perdre qu'à gagner. Donc de connaître ses limites, ça c'est un premier enseignement. Ma faculté à me réinventer, ça c'est évident. J'ai toujours, je trouve, suivi un peu une voie tracée en faisant des choses là où on m'attendait. Et là, tout d'un coup, me retrouver de l'autre côté de la barrière avec une reconversion à 360, c'est marrant parce qu'il y a encore 2 ans, pendant le premier confinement, quand j'ai vraiment initié cette réflexion, je regardais énormément de vidéos parce que c'est là aussi on a beaucoup parlé de reconversion et de gens qui changeaient de vie, de vidéos voilà, de gens qui avaient fait des parcours de dingue et qui tout d'un coup changeaient complètement. Et ça me fascinait. Mais ça me fascinait en tant que spectatrice, quoi. Jamais j'aurais imaginé faire partie de ces gens-là. Jamais. Parce que c'était tellement à l'opposé de la personne que j'étais. Que c'était... Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand j'étais arrivée sur ce métier de psychomotricienne, je prenais pas au sérieux cette piste-là, même si mon ventre me disait oui, c'est complètement ça qui te convient. C'était pour moi, c'était, j'ai dit ouais, ok, bon, c'est sympa, ouais, ok, mais et puis bon, en fait, c'est tellement revenu et à la fin, c'est devenu une évidence. Mais du coup, ouais, c'est cette faculté de finalement être capable de changement fort. Ça aussi, j'en suis très fière. Il y a de quoi. Et ça a impacté des domaines de vie, que ce soit social, développement personnel, santé, sport, d'autres domaines de vie que le travail, tous ces apprentissages. Oui, je me suis du coup cette dernière année beaucoup plus autorisée à libérer du temps pour justement être dans l'exploration de mes pratiques artistiques.
Et ça, je souhaite absolument continuer. Et puis de toute façon, ça va être indispensable pour la suite de mes études. Et aussi, voilà, m'accorder beaucoup plus de temps pour des pratiques sportives régulières. Ça, c'est sûr que là, je commence à vraiment remettre mon corps en dynamique. Et finalement, je me rends compte que je suis beaucoup plus sportive aujourd'hui que je ne l'étais il y a 15 ans. Donc, comme quoi, il y a des choses... c'est pas forcément l'âge qui fait tout. Voilà. Donc ouais, ça a changé. Puis après, voilà, il y a une organisation familiale malgré tout à mettre en place. Et c'est évident que pour ça, il faut que ce soit un projet aussi... c'est un projet de vie, mais c'est un projet, dans mon cas aussi, évidemment familial, avec une adhésion indispensable de la part de mon conjoint. C'est amusant, alors là, si tu me permets, c'est vraiment plus mon ressenti personnel, mais j'entends l'art, la famille et le sport, ça me semble être tellement 3 piliers importants de la nouvelle voie professionnelle vers laquelle tu t'engages. Finalement, on se dit, waouh, il y a un alignement hyper naturel entre le pro et le perso, c'est des vases communicants. Exactement, ouais, tout à fait. Et j'aimerais bien te poser une dernière question que j'aime bien poser, qui est dans quelques décennies, la Alexia, allez, on va dire de 80 ans, qui regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle voie, qu'elle se dise? Eh bien, j'aimerais qu'elle soit fière du parcours fait, heureuse d'avoir initié ce changement au bon moment. C'était pas un bon moment, encore une fois au niveau de l'âge, mais c'était au moment où moi je l'ai senti. Et d'être apaisée par rapport à cette partie apaisée sur cette partie-là, de ne pas avoir eu de regrets. Je crois que c'est ça que je retiens, c'est surtout de ne pas avoir de regrets. Et quand tu dis ne pas avoir de regrets, c'est-à-dire, est-ce que potentiellement, si tu ressens un nouveau besoin de bifurcation un jour, c'est t'écouter également et puis peut-être réenclencher tout ça ou... Ouais, bien sûr. Du coup, je m'autorise vraiment à penser le parcours professionnel autrement. Avant, pour moi, c'était linéaire et ascendant. Aujourd'hui, en fait, non, c'est pas forcément aussi simple que ça. Il faut savoir s'écouter quand on a besoin de temps de pause. Il faut savoir s'écouter quand on a besoin de changement. Et puis, si on n'a pas envie de changement et qu'on est très bien là où on est et qu'on y reste pendant 50 ans, 50 ans c'est peut-être long, mais c'est ok aussi, quoi. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tellement de reconversion qu'on a l'impression que si on n'a pas fait de reconversion dans sa vie, on passe à côté d'un truc, mais en fait non. Moi, c'était vraiment organique et il fallait que je le fasse, mais c'est chouette aussi les gens qui sont habités par leur métier depuis le début et je crois que c'est plutôt cette capacité à se réinventer, même à l'intérieur d'un même métier, et de faire en sorte qu'on est toujours à l'affût et toujours très curieux et qu'on garde en fait une âme d'enfant. Je crois que c'est ça que je retiens. Garder une âme d'enfant, c'est une belle conclusion. Merci Alexia pour ton temps et pour cette interview. Merci beaucoup.